Bonjour. Alors, dernier paragraphe dans le chapitre application linéaire, forme linéaire et hyperplan. Définition 1. On appelle forme linéaire sur un K espace vectoriel E toute application linéaire de E vers K. Donc ici, l'espace d'arrivée f égale à k. C'est le cas particulier. C'est un cas particulier. Dans ce cas, l'application linéaire est appelée forme linéaire. L'ensemble des formes linéaires est donc L de E k au lieu de L de E f. Bien, alors exemple, f de Rn vers R. À chaque énuplé, on lui fait associer la somme des AI xi avec AI, un énuplé fixé, donné. Alors, on vérifie qu'elle est linéaire. Alors, une fois linéaire et l'ensemble d'arrivée, c'est le corps K de base, alors c'est une forme linéaire. L'application de E égale CAB vers K, l'ensemble des applications continue de AB vers K. À chaque vecteur f, on lui fait correspondre l'intégrale AB f de t dt est linéaire. Et comme ici, le résultat c'est un scalaire, c'est une forme linéaire. Si je prends l'ensemble des polynômes et f qui fait correspondre à chaque polynôme, par exemple les 2a ou p' de a ou p seconde de a par exemple, sont des formes linéaires. Un dernier exemple, si je prends l'ensemble des suites convergentes et l'application qui fait correspondre à chaque suite, sa limite. On sait que la limite de la somme, c'est la somme des limites, etc. Donc f est linéaire, comme l'arrivée CK, c'est une forme linéaire. Alors, propriété 1, une forme linéaire sur E est soit nulle, soit surjective. Il est soit nul, soit surjective. S'il n'est pas nul, il est surjective. Bien. Démonstration. Soit phi appartenant à L de EK, une forme linéaire sur E. Alors, l'image de phi, comme l'image d'une application linéaire quelconque, est un sous-espace vectoriel de f, qui est ici k. Donc vous avez l'image de f est un sous-espace vectoriel de k, et la dimension de k, on sait que c'est 1. On sait que c'est 1, la dimension de k sur k est 1. Donc la dimension de l'image est soit 0, soit 1. Soit 0, soit 1. Si la dimension de l'image de phi égale à 0, alors l'image de phi est le sous-espace nul. Ça veut dire que pour tout x, phi de x égale à 0. Phi est nul. Si la dimension est égale à 1, alors c'est un sous-espace vectoriel de k qui est de dimension 1. Vous avez un sous-espace de même dimension que l'espace. Donc l'image de phi égale à k. Et ceci veut dire que ça c'est l'arrivée. L'image c'est l'arrivée. Donc phi est surjective. Alors remarque, si la dimension est finie, alors la dimension de L de F est finie et vaut la dimension de E. Parce que la dimension de L de E, F, c'est le produit des dimensions. Donc dans notre exemple, la dimension de E fois la dimension de K qui vaut 1. Bien. Alors on fait un petit exercice. Soit E a un K espace vectoriel dimension finie, N supérieur ou égal à 1. Et B une base de E. Pour tout I appartenant à un N, on définit EI étoile appartenant à L de EK par. Alors ici, EI étoile, c'est une forme linéaire sur E. C'est une application linéaire de E vers K. Alors, comment il est défini? On définit cette application linéaire en définissant l'image de la base, l'image des éléments de la base. On sait qu'une application est parfaitement définie si on définit l'image d'une base. Alors, comment je définis l'image de base? Alors, quel que soit J appartenant à un N, E étoile I de EJ égale delta IJ. Ça doit être bien sûr un scalaire parce que c'est une forme linéaire. L'image doit être dans K. E étoile I de EJ, c'est soit 1, soit 0 selon est-ce que I égale à J ou ils sont différents. Ça, c'est le symbole de Kronecker. Ainsi, donc, si X égale la somme de J égale à 1 à N, XJ, EJ, E étoile I de X est linéaire. Donc, vous aurez E étoile I de E1 qui est nul, E étoile I de E2 nul, jusqu'à ce qu'on arrive à E étoile XI, E étoile I de EI qui va nous donner 1 fois XI. Voilà. Donc, il faut E étoile I fait correspondre à X, sa ième composante dans la base. Bien. La première question, montrer ici un petit schéma pour comprendre davantage cette application à étoile I.
Remarquez, il fait correspondre à tous les vecteurs 0, sauf le EI. Là, I, son image est 1. Bien sûr, ça, c'est pas ce que nous avons. On a un espace. Je parle uniquement ici des vecteurs seulement. Mais là, on a tout l'espace, normalement. Alors, montrez que E étoile 1 étoile N est une base de L de E K. Alors, ici, c'est K. Ici, c'est K. Ici, c'est K. Et montrer que quel que soit f appartenant à L de L de E K, f égale la somme de I égale à N, f de EI, E étoile I. Ça veut dire que les f de EI sont les coordonnées de f dans la base EI étoile. Bien. Alors, vous pouvez, normalement, si vous voulez, arrêter la vidéo, chercher l'exercice, puis revenir. Bon. Alors, là, je donne la solution. On a le cardinal de la famille et vaut n. C'est la dimension de L de E, K. Il suffit donc de prouver que soit il est libre, soit génératrice. On va démontrer qu'il est libre. Alors pour cela, on va prendre une combinaison linéaire nulle de la famille, et on va montrer que tous les coefficients lambda i sont nuls. Bien. Je vais fixer un j quelconque, et je vais arriver finalement à lambda j égale à 0. J quelconque. Alors ça, c'est l'égalité entre deux applications linéaires, de forme linéaire plus précisément. Je fais l'image de EJ par cette application. Alors ici, l'image de EJ, là, l'image de EJ, ça c'est l'application nulle, ça me donne 0. Alors ça, c'est d'après, le passage de là à là, c'est d'après l'addition des applications. La multiplication par un scalaire et l'addition des applications. Ça, cette application appliquée à EJ, c'est la somme des lambda I, E étoile I de EJ. Le E étoile I de EJ, c'est delta IJ, c'est le symbole de Kronecker. Et donc, dans cette somme, tout est nul. Tous les lambda IJ sont nuls, sauf lorsque I passe par J. Donc, nous aurons lambda J, delta J qui vaut donc lambda J. Lambda J égale à 0. J est arbitraire. J est quelconque dans un N. Ça veut dire que tous les lambda I ou lambda J sont nuls. Et donc, ça veut dire que la famille est une famille libre. Et donc, finalement, c'est une base. Bien, f, il s'écrit dans la base comme ça. F égale somme des lambda i, c'est les coordonnées. Bien. Et on fait f de EJ. Pour chaque j, je fais f de EJ. Ça, c'est l'égalité encore entre deux applications linéaires, de forme linéaire. L'image de EJ, f de EJ égale l'image de EJ par cette application. Donc, j'aurai la même chose là. Somme des lambda i, delta ij qui vaut lambda j. Donc, f de EJ et lambda j. C'est-à-dire que lambda i, c'est f de EI. Voilà. Et donc, finalement, vous avez f, c'est la somme de i égale à 1 à n, f de EI, E étoile i. Bien. Définition 2. Soit E, un K espace vectoriel. On appelle hyperplan de E tout sous-espace vectoriel de E qui admet une droite vectorielle comme supplémentaire dans E. Tout sous-espace qui admet une droite vectorielle. Je rappelle qu'une droite vectorielle, c'est vect U, avec U un vecteur non nul, ou encore on l'écrit KU. Bien, donc c'est-à-dire que H hyperplan de E, c'est seulement s'il existe U non nul, un vecteur tel que H plus son direct, vect U égale à E. C'est-à-dire là, il existe une droite vectorielle qui est supplémentaire de H dans E. Exemple, E égale Kn, et je prends H l'ensemble des xi tel que la somme des xi égale à 0. Et je prends D, c'est vect U, où U c'est le vecteur 1, 1, 1. Alors, on a déjà démontré dans les paragraphes précédents que E, c'est-à-dire K sens N, égale à H plus D, somme directe. Et donc, j'ai trouvé une droite vectorielle qui est supplémentaire de H dans E, et donc H est un hyperplan. Remarque, si la dimension de E égale à n, alors les hyperplans de E sont les sous-espaces vectoriels de E de dimension n-1. Bien sûr, ça c'est clair, parce que si vous avez H plus D égale à E, dimension de D, c'est une droite vectorielle, dimension égale à 1, donc, et c'est ça, c'est E de dimension n, donc H est de dimension n-1. Réciproquement, s'il est de dimension n-1, et vous prenez un vecteur qui n'est pas dans H, donc ça veut dire que vous allez reconstituer E comme ça.
Propriété 2. Alors, E est un cas-espace vectoriel. Là, on est en dimension quelconque, bien sûr. Hein. La remarque, c'était en dimension finie. Maintenant, je reviens en dimension quelconque. E, un cas-espace vectoriel, et H inclut dans E, une partie quelconque. On a H est un hyperplan de E, si c'est mon si. H est le noyau d'une forme linéaire sur E non nulle. Non nulle. Donc ça, c'est une caractérisation d'hyperplan. C'est un hyperplan, si et seulement si, c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. Alors on va démontrer cette propriété. On va supposer que c'est un hyperplan et on va montrer que c'est le noyau d'une forme linéaire non nulle. C'est-à-dire on va construire une forme linéaire non nulle dont H est le noyau. Le sens direct, si H est un hyperplan de E, donc il va exister un vecteur non nul tel que E soit la somme directe de H et de vecteur U. Donc bien sûr, tout X se décompose de manière unique. H plus un vecteur de vecteur U qu'on va noter lambda U. Donc quel que soit X appartenant à il existe un unique H et lambda dont H croix K tel que X égale H plus lambda U. On pose alors phi de X égale lambda. Alors là, j'ai défini phi de X. C'est lambda. C'est le coefficient que j'ai ici, devant U. Alors phi est bien une application d'abord, car lambda est unique. Pour chaque vecteur X, il existe un unique couple, donc un unique lambda. Donc pour chaque X, je peux donner une et une seule image, qui est lambda. Alors cette application, je vais démontrer qu'il est linéaire, et je vais démontrer qu'il est non nul, et que H est le noyau. Bien. Phi linéaire. Je prends x, y dans E et la alpha dans K. Alors remarquez que pour trouver l'image d'un x par phi, il faut le décomposer dans cette somme, comme ça, et je prends le coefficient de u. Ça sera l'image du vecteur par phi. Alors si je prends x et y, je les décompose. X égale à h1 plus lambda 1 u, et y aussi h2 plus lambda 2 u. Alors maintenant, j'aimerais connaître x plus alpha y. Donc ça va être h1 plus alpha h2, et ça c'est plus lambda plus alpha lambda 2 u. Ça c'est le calcul. Alors ce vecteur, il est dans h1 plus alpha h2, parce que h est un hyperplan, c'est un sous-espace vectoriel. Et ça, c'est dans K. Et donc, c'est le coefficient de U devant U associé à ce vecteur. Donc, phi de x plus alpha y, c'est bien ce coefficient qui est lambda 1 plus alpha lambda 2. Mais lambda 1, c'est le coefficient devant U dans cette écriture, c'est-à-dire c'est l'image de x. Donc, lambda 1, c'est l'image de x. De même, lambda 2, c'est l'image de y. Ainsi, phi de x plus alpha y, phi de x plus alpha y égale phi de x plus alpha phi de y. Donc phi est linéaire. Alors phi non nul parce que tout simplement le vecteur u, je peux le décomposer dans la somme de la façon suivante. U égale à 0, c'est un élément de h, plus 1 fois u. Et donc le coefficient devant u qui est 1, c'est l'image de u. Phi de u égale à 1 différent de 0. Donc phi n'est pas l'application nulle parce que j'ai trouvé un vecteur dont l'image est différente de 0. Alors maintenant, ker de phi égale à h. Ker de phi égale à h. Alors, je vais démontrer ça par double inclusion. Soit h appartenant à grand h. Alors, h s'écrit h plus 0u. Donc, phi de h, c'est le coefficient devant u, c'est donc 0. Phi de h égale à 0. Donc, on a démontré que si h appartient à grand h, il est dans le noyau. H est inclus dans le noyau. Maintenant, si je prends x dans le noyau, je sais qu'il décompose h plus lambda u, parce que E, c'est h plus son direct avec u. Donc, il se décompose comme ça. Et phi de x, c'est ce lambda. Phi de x, c'est ce lambda, le coefficient devant u. Or, x est dans le noyau, donc phi de x égale lambda égale aussi 0. Et si lambda égale à 0, ça veut dire que x égale à h. H appartient à grand H, donc x est dans h. Nous avons démontré que si x est dans le noyau, il est dans h. Ker de phi est contenu dans H. Donc la conclusion, c'est que entre ces deux inclusions, ça veut dire qu'il y a égalité. Conclusion, H est le noyau d'une forme linéaire sur E non nul. Le deuxième sens, si H est noyau, et le noyau d'une forme linéaire non nulle phi. Phi est différent de 0, donc d'après la propriété 1,
soit que phi est surjective, soit qu'il est nul, parce qu'il est, il est non nul, il est surjectif. Phi non nul, donc il est surjectif. Et donc, 1 qui est dans K, 1 qui est dans K, admet un antécédent, pardon, admet un antécédent. Il existe U appartenant à E, tel que phi de U égale à 1. On va démontrer, en fait, que E égale H plus KU. En fait, cette droite vectorielle, ça va être un supplémentaire de H dans E. Bien. Alors, pour démontrer que E est la somme directe de H et de KU, on va démontrer que l'intersection est réduite à 0 et que E est inclus dans la somme. Voilà. C'est-à-dire tout vecteur de X peut se mettre sous la forme de la somme d'un élément de H et d'un élément de la droite vectorielle. Soit X dans l'intersection. Alors, étant dans l'intersection, donc il s'écrit lambda U. D'abord, il existe lambda tel que X égale lambda U, parce qu'il est dans la droite. Et il est dans H, donc phi de X égale H, parce que H est le noyau de la forme linéaire phi. Phi de X égale à 0. Hein, car X appartient à H et H c'est le noyau. On a 0 égale à phi de X, et phi est linéaire. Phi est linéaire, donc on a phi de X, c'est lambda phi de U. C'est lambda phi de U. Et phi de U, c'est 1. Phi de U, c'est 1. Donc, 0 égale lambda. Si 0 égale lambda, X, qui vaut lambda U égale à 0, donc l'intersection est réduite à 0. H inter KU est réduite à 0. Maintenant, si je prends X appartenant à E, je cherche, voilà, c'est la question. H et lambda, tel que X s'écrit H plus lambda U. Alors, si une telle relation existe, si une telle égalité existe, en appliquant phi, j'aurai donc phi de X égale à phi de H plus lambda phi de U. Donc phi de H est nul, parce que H est dans le noyau, et phi de U égale à 1. Donc lambda, ça va être phi de X. Donc si une telle relation existe, le lambda ne peut être que phi de X. Si vous avez lambda, H ne sera donc que X moins lambda U. Et donc, voilà, alors, lambda égale phi de X. On écrit alors X égale X. Voilà, voici donc le vecteur lambda U. Et donc, pour avoir X, je fais AX, je retranche, de X, je retranche phi de X fois U. Voilà, cette égalité, elle est évidente. Cette égalité, elle est évidente. Alors maintenant, voilà, moins phi de X U plus phi de X U. Alors maintenant, ça c'est donc KU, ça se voit, ça c'est une scalaire et ça c'est U, donc c'est donc KU. Et je vais essayer de vérifier maintenant que ce vecteur est dans H. Alors pour vérifier que c'est dans H, H c'est le noyau de phi, donc je vais calculer son image. Si je trouve 0, donc il est dans H. Et ainsi, X s'écrit un élément de H plus un élément de la droite vectorielle. Donc nous aurions terminé la démonstration. Phi de ce vecteur que j'ai noté Y, phi est linéaire, c'est phi de X, moins phi de XU. Alors, phi de X là, ce phi de X, c'est un scalaire, et phi est linéaire, donc je peux le faire sortir. J'aurai donc phi de X, phi de U. Voilà, donc j'aurai phi de X moins phi de X, phi de U. Et phi de U, c'est 1, donc on aura phi de X moins phi de X égale à 0. Alors, rappelez-vous, phi de quelque chose, c'est un scalaire. C'est un scalaire, donc ce calcul, je le fais dans K. Dans K. Ainsi, Y est dans H, et donc X appartient à H plus KU, et finalement E est la somme directe de H et de KU. Cela veut dire que H est un hyperplomb. Bien. Exemple. Alors ça c'était une propriété importante. Maintenant, si je reprends H, par exemple ce H là, l'ensemble des xi, tel que je ne prends pas seulement la somme des xi égale à 0, mais la somme de AI xi égale à 0. Je généralise un peu l'exemple. Avec AI, bien sûr, là, je prends différent, le vecteur AI, je le prends différent de 0. Il est fixé, non nul. Est un hyperplomb de K à la puissance n. Donc, en particulier, je dirais, puisque c'est un hyperplomb, il est de dimension n-1. Alors, comment je fais? Je considère l'application phi de Kn dans K, qui fait correspondre à xi, cette expression, la somme des AI xi. Phi est linéaire, c'est une forme linéaire, ça c'est clair, on peut le vérifier facilement. Et il est non nul. Pourquoi non nul? Car si je fais l'image de AI bar, c'est le conjugué là. Si je suis dans R, je prends AI, tout simplement. Si je suis dans C, je prends les conjugués. Bien. Phi de AI bar, ça fait la somme des AI bar. Mais AI bar, c'est le module au carré.
Alors c'est différent de 0. Pourquoi c'est différent de 0? Différent de 0 parce que si la somme de i égale à 1 n des nombres positifs est nulle, ça veut dire que tous ces nombres seront nuls et donc ça veut dire que notre vecteur est nul. Or je l'ai pris non nul. Donc phi de ai bar est non nul, ça veut dire que phi est non nul. Voilà, phi est non nul. Et h c'est l'ensemble des xi tel que phi de x. Ça c'est l'expression. Phi de x égale à 0. Égale à 0. Phi de x c'est ça. C'est ça. Phi de x, c'est ça. H, et donc, c'est le noyau de phi. C'est le noyau de phi. Donc, là, je peux dire directement que H est un hyperplan. Un deuxième exemple, je prends E, l'ensemble des suites, convergentes. Cet espace, il n'est pas de dimension finie. On peut le vérifier. On peut le vérifier. Mais ça, ce n'est pas notre objectif dans cet exemple. Et je prends H, l'ensemble des suites qui convergent vers 0. Bon, c'est un hyperplan. Pourquoi? Parce que c'est le noyau de l'application phi défini par AUN. Je lui fais correspondre sa limite. Parce que les éléments de E, c'est des suites convergentes. Donc, je lui fais correspondre la limite. Phi est linéaire, bien sûr, parce que la limite de la somme, c'est la somme des limites. Et la limite de lambda UN, c'est lambda limite de n. Donc, il est linéaire. Et la limite, c'est un scalaire. Donc, c'est une forme linéaire. Il est non nul parce que si vous prenez une suite constante, 1 par exemple, sa limite va être égale à 1. Donc, phi n'est pas nul. Il y a un vecteur dont l'image n'est pas nulle. Et H, c'est l'ensemble des suites qui convergent vers 0. Ça veut dire que c'est le noyau de phi. C'est le noyau de phi. Bien. Propriété 3, soit H un hyperplan de E, alors quel que soit U qui n'est pas dans H, pour tout vecteur qui n'est pas dans H, s'il n'est pas dans H, il est en particulier un vecteur non nul, parce que le vecteur nul se trouve dans H. Donc, quel que soit U qui n'est pas dans H, on a E est la somme directe de H plus vect U. Voilà, ça c'est important. Pour tout vecteur, si on connaît bien sûr, si on sait qu'il est hyperplan, alors pour tout vecteur qui n'est pas dans H, on a la somme H plus vect U égale à E. Alors, démonstration. H est un hyperplan, donc il existe un vecteur U0 non nul tel que E égale à H plus K U0. Bien. Et maintenant, je prends un U quelconque qui n'est pas dans H. Dans E, mais n'est pas dans H. Et on va montrer que E, effectivement, égale à H plus K U. Bien. Alors, on commence par l'intersection. Par l'intersection. L'intersection est réduite à 0. Soit x appartenant à h inter ku. Donc x s'écrit lambda u. Il s'écrit lambda u et il est dans h. Il est dans h. Si lambda est différent de 0, ce vecteur u va s'écrire 1 sur lambda x. 1 sur lambda x. Et x, il est dans h. X, il est dans h. Il est dans l'intersection, il est dans h. Donc 1 sur lambda x va être dans H. Donc U dans H. Et ça, c'est absurde parce que nous prenons U qui n'est pas dans H. Alors, donc, ceci contredit quoi? Le fait que lambda est différent de 0. Donc, lambda est nul. Si lambda est nul, x égale à 0. On a pris x dans l'intersection et on a trouvé que x égale à 0. Maintenant, on va montrer que E égale la somme. C'est-à-dire inclus dans la somme, parce que la somme H plus KU, il est inclus, pas de problème. E est inclus dans la somme, ça c'est notre but. Alors, d'abord, on a U, le vecteur U, là, qui n'est pas dans H. Il s'écrit H1 plus lambda 1, U0, parce que U c'est un élément de H, et E égale à H plus K, U0, bien sûr. Donc, ce vecteur U s'écrit comme ça, voilà. S'écrit comme ça. Alors, je dis que lambda 1 est différent de 0. Ben, sinon, si lambda 1 égale à 0, on va tomber sur U égale à H1 appartient encore à H. Non. H1 n'est pas dans grand H. Donc, ce vecteur lambda 1 est bien différent de 0. Puisqu'il est différent de 0, je peux avoir U0 en fonction de U et de H1. Voilà, donc U0 égale 1 sur lambda 1 U moins 1 sur lambda 1 H1. Alors maintenant, je vais démontrer l'inclusion. Si maintenant x appartient à E, x s'écrit
h plus lambda u0, parce qu'on a ça. En remplaçant u0 par ce vecteur, voilà, h plus lambda fois u0, donc ça c'est u, pardon, ici c'est u, ce n'est pas u0 là. Non, parce que j'ai remplacé U0. C'est le U0 que j'ai remplacé. Je l'ai remplacé par ce vecteur. Donc j'aurai lambda sur lambda 1 U moins lambda sur lambda 1 H1. Voilà, U0. Alors en utilisant la commutativité dans E, je vais faire passer à côté ici, donc j'aurai H moins H1 sur H1, H moins lambda sur lambda 1, H1, plus lambda sur lambda U, et non pas U0. Donc ça, c'est dans KU. Et donc, nous avons démontré que E est inclus dans H plus KU. Ça, on a déjà. On est en train de démontrer que E égale à H plus KU. Voilà. Bien. Alors, on va finir ce paragraphe et le chapitre, bien sûr, par une définition et un petit exercice. Soit H un hyperplan de E et phi appartenant à L de E K moins 0. Tel que H est le noyau de phi. Alors l'équation phi de x égale à 0. Donc bien sûr phi c'est une forme linéaire non nulle. Voilà, l'équation phi de x égale à 0 est appelée l'équation ou inéquation de H. H, c'est-à-dire H, c'est l'ensemble des vecteurs de x qui vérifient la relation, l'équation. Comme exemple, H est l'ensemble des x y appartenant à K puissance n tel que la somme des x égale à 0. Donc, ça c'est phi de x que nous avons posé, par exemple. Et donc, la somme des x égale à 0 est une équation de H. C'est une équation de H. Alors, exercice. Soit H un hyperplan de E et phi psi appartenant à L de EK, montrer que si phi de x égale à 0 et psi de x égale à 0 sont deux équations de H, ça veut dire que ce sont deux formes linéaires non nulles telles que phi de x égale à 0, c'est l'ensemble des x tel que phi de x égale à 0, c'est H, et en même temps, l'ensemble des x tel que psi de x égale à 0, c'est H. Alors, si phi de x et psi de x sont deux équations, alors phi et psi sont proportionnels. C'est-à-dire qu'il existe lambda non nul tel que phi égale à lambda psi. Vous pouvez arrêter la vidéo, ensuite faire l'exercice, ensuite revenir. Bon, moi, j'expose la solution directement. Donc, je prends ici, soit U n'appartenant pas à H, on a donc E égale à H plus KU. On a phi de U différent de 0, car phi de x égale à 0, c'est seulement si x appartenant à H. Et l'équivalence, c'est l'équation. Donc si U n'est donc pas dans H, phi de U n'est pas nul. Psi de U n'est pas nul. On pose lambda égale phi de U sur psi de U. Et on va montrer que phi égale lambda psi. La proportionnalité cherchée. Alors pour démontrer cette égalité entre applications linéaires, on va prendre x quelconque. Alors, x s'écrit h plus lambda prime u. Bien sûr. Parce qu'on a la somme. H dans h et k dans et lambda dans k. Phi de x égale phi de h plus lambda prime phi de u. Parce que phi est linéaire. Phi de h égale à 0. Parce que phi de x égale à 0 est l'équation de h. Donc, ça veut dire si h est dans h, phi de h égale à 0. Et là, nous aurons donc lambda prime phi de u. Phi de u, c'est lambda prime phi de u, mais phi de u, c'est lambda psi de u. Donc, nous aurons ici lambda prime lambda psi de u. Psi est linéaire, donc j'aurai lambda psi de lambda prime u, qui vaut encore lambda psi de h plus lambda prime u, parce que psi de h égale à 0, parce que psi de x égale à 0, c'est encore une équation de h. Psi de x égale à 0, c'est seulement si x appartient à h. Et là, c'est lambda psi de x. Et finalement, nous aurons donc phi égale lambda psi. Voilà.